J'avais débuté il y a 4 ans maintenant en tant qu'infirmière coordonnatrice d'un réseau gérontologique. Lorsque nous avons démarré sur Marseille, donc sur 4 arrondissements de Marseille, des arrondissements d'ailleurs très différents au niveau de la population, au niveau des ressources, on avait essayé de s'inspirer d'un modèle un petit peu que nous avions rencontré sur Paris, lui-même peut-être inspiré du modèle canadien, de faire, si vous voulez, un accompagnement, une coordination de réseau un petit peu plus étendue et un peu plus, on va dire, soutenue que ce qui se fait dans les réseaux gérontologiques classiques. Donc nous sommes documentés. Il y a eu pendant plusieurs mois un gros travail de terrain déjà pour rencontrer un petit peu tous les partenaires sur un plan médical, donc en premier lieu les médecins généralistes, puisque le travail aussi bien d'une infirmière de réseau et d'un gestionnaire de cas par la suite est quand même un partenariat privilégié avec le médecin traitant qui est le référent de la personne que l'on va prendre en soin, je vais dire, soin au sens large. Donc on a fait tout un maillage de terrain, on a rencontré les partenaires, on a essayé d'expliquer un petit peu ce qu'était un réseau gérontologique, donc les missions, notre rôle, ce qu'on pouvait apporter aux gens dans le respect à chaque fois de leur spécificité et vraiment d'un travail en partenariat, en disant c'était pas ni hiérarchisé, ni on n'était pas des spécialistes de quoi que ce soit. Nous essayons au contraire de faire de la coordination, de faire un maillage sur un terrain. Donc c'est ce que nous avons mis en place, donc par des rencontres et des explications, je vous dis, sur le plan médical, sur le plan sanitaire au niveau de l'hôpital, au niveau également des infirmiers de terrain, enfin tout le personnel qu'on peut rencontrer en ville, et parallèlement avec aussi les travailleurs sociaux, puisque nous, même en tant que réseau, on s'occupe des personnes, on va dire, qui ont des problèmes qui s'étalent sur plusieurs champs. Donc aussi bien sur le médical, le social. Donc on avait besoin de tout ce monde-là, des orthophonistes, on a essayé de rencontrer beaucoup de monde. Et ensuite, il y a eu, donc, à travers du plan Alzheimer, du dernier plan Alzheimer, 2008-2012, il y avait, plus spécifiquement, le dispositif Maya qui devait être mis en place, ainsi que la gestion de cas. Donc, il y a eu un porteur de projet qui incluait le réseau avec qui nous travaillions. Donc à partir de là, on s'est inscrit dans cette démarche et nous avons essayé donc de cerner exactement ce qu'était la gestion de cas, ce qui n'est pas a priori très facile, puisque la gestion de cas, c'est sur les situations les plus complexes. Alors déjà, qu'entend-on par situation complexe, hein, et le rôle, les missions du gestionnaire de cas, c'est aussi quelque chose d'assez complexe qui restait vraiment à définir. Je me suis donc naturellement inscrite dans ce projet, dans ce dispositif, et nous avons développé en premier lieu ce qu'on appelle un système intégré, donc l'intégration des services. C'est vrai que le premier travail qui avait été fait dans le cadre du réseau, nous avait permis de discerner que sur un petit secteur géographique, il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient mises en place en ce sens, c'est-à-dire dans la coordination des services, dans les échanges, dans le travail en partenariat. Et ça, c'était très facilitateur. Donc nous nous sommes appuyés là-dessus. On a sélectionné ces 2 arrondissements et on a développé ce travail. En même temps, on est toujours en phase, on va dire, d'expérimentation et au fur et à mesure, on améliore. Bon, moi, je suis dans le réseau depuis un peu plus longtemps, hein, depuis février 2008, mais en tant que vraiment dans le dispositif Maya, maintenant, ça fait à peu près 2 ans. Et petit à petit, j'ai un petit peu abandonné, si vous voulez, mon rôle de coordonnatrice, infirmière coordonnatrice de réseau,
parce que justement la spécificité de la gestion de cas, c'est de s'occuper, d'avoir un suivi très intensif de la personne. C'est quelque chose qui est très approfondi et qui surtout est très soutenu. Et dans le cadre du réseau, le nombre de personnes incluses était trop important pour qu'on puisse continuer à faire ce qu'on appelle vraiment de la gestion de cas. J'ai quand même suivi la formation, donc la première formation qu'il y a eu sur le DU à Paris, qui m'a aussi énormément apporté sur un plan théorique, sur un plan des échanges, parce que ce que j'avais fait au travers du réseau, c'était relativement empirique, ça a de la valeur, mais il manquait beaucoup de choses. Et bon, actuellement, on poursuit cette démarche et je fais de la gestion de cas. Actuellement, je n'ai pas tout à fait 30 personnes en gestion de cas. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est quand même très limité sur le nombre de personnes que l'on peut suivre parce que nous sommes vraiment si vous voulez, on est vraiment très impliqués dans cette prise en charge. La gestion de cas ne m'a pas éloignée du réseau, au contraire. Disons que la gestion de cas est quelque chose de très ciblé. Tout le monde n'a pas besoin d'une gestion de cas. La gestion de cas, c'est pour des personnes en fragilité, dans des situations qui sont complexes parce qu'il y a des polypathologies, parce qu'il y a un retentissement sur l'autonomie fonctionnelle, parce qu'il y a certainement des problèmes sociaux qui vont se gréver là-dessus. Il y a des troubles cognitifs, puisque nous sommes sur des personnes qui ont des maladies d'Alzheimer ou apparentées, donc avec à différents niveaux, certes, mais avec tout ce que cela peut poser comme problème, on a, en fait, si vous voulez, dans la gestion de cas, on est là pour la personne, bien sûr, préférentiellement, pour faire en sorte que son maintien au domicile, tout s'organise le mieux pour elle, que ce soit le plus serein possible et conforme à ce qu'elle souhaite, ce qui n'est pas toujours évident, ce qui va poser effectivement des problèmes éthiques, comment discerner ce que la personne souhaite lorsqu'elle-même ne souhaite pas forcément la même chose aujourd'hui, demain ou à plusieurs heures du jour, ou parfois n'est même plus capable de l'exprimer. Donc il y a aussi, au-delà de la personne, tout ce qui l'entoure, tout ce qui peut constituer à la fois ses ressources et même parfois peut-être un petit peu ses faiblesses, parce que il y a une interdépendance entre la personne, son environnement, l'environnement déjà géographique, l'environnement social, l'environnement humain, c'est-à-dire avec les professionnels, et puis aussi les aidants, donc les aidants qui peuvent être les aidants professionnels, mais aussi les aidants informels, la famille, les amis, les voisins. On va rencontrer tout un tas de cas de figure. Et en général, donc, ce sont ces situations où il y a une grande vulnérabilité, où il y a un risque patent, et parfois, en général, quand on nous appelle, c'est qu'on est dans la crise, dans le problème. C'est à nous, effectivement, de discerner si la situation, c'est une période de crise, mais qui ne va pas forcément relever de la gestion de cas. On peut très bien, à ce moment-là, orienter vers un service qui est plus approprié à la situation. C'est donc là l'intérêt d'avoir fait au départ ce qu'on appelle l'intégration des services. Il faut que, quel que soit l'interlocuteur qui va recevoir la demande, cet interlocuteur soit capable de l'orienter vers la personne la plus à même de répondre à la problématique. Donc ça peut être quelquefois purement social. Ça peut, parce que si c'est simplement une ouverture de droit, mettre une aide à domicile ou résoudre une crise passagère, ça peut être aussi un réseau. Et c'est à nous de discerner en fonction. Donc on a des outils qui nous aident à ça. À chaque fois, si vous voulez, on va déjà élaborer une première évaluation de la situation. Et en fonction, on l'orientera en sachant que quelquefois, ça peut ne pas dépendre tout de suite d'une gestion de cas, puis aboutir par la suite à une gestion de cas. Il se peut qu'au départ, on l'oriente vers le réseau, vers le clic. La situation évolue à un moment donné pour une raison X.
Et à ce moment-là, ben, elle revient vers la gestion de cas. Il n'est pas obligatoire, si vous voulez, de travailler au préalable dans un réseau. Je dis que moi, d'avoir travaillé dans un réseau, d'avoir été un petit peu sensibilisée à la situation au domicile, ça m'a peut-être aidé, parce qu'il y a une différence entre ce qui se vit au domicile, dans le quotidien de la personne. Il y a des tas de paramètres à prendre en compte. Le logement, l'environnement, tout ce qui peut être facilitateur ou être un handicap pour que la personne puisse avoir la vie la meilleure possible. Et ce que l'on peut voir quand on est dans une institution, dans un milieu hospitalier. Donc le travail en réseau m'a aidé parce que je connaissais le terrain, je connaissais les domiciles, j'avais déjà donc élaboré des partenariats, mais ce n'est pas une condition obligatoire. Vous pouvez être gestionnaire de cas et entrer dans un... Bon, pour nous, dans ce qui concerne la Maya 13, c'est vrai que les gestionnaires de cas sont tous localisés sur le réseau, puisqu'au départ, ça existait et qu'on a fait à partir de l'existant. Mais ça aurait très bien pu être dans un clic ou ailleurs. Quand on entend cas, il faut l'entendre comme situation. C'est vrai que le terme... Non, mais pourquoi pas gestionnaire de soins? C'est curieux, c'est tellement évident. C'est un soin, on va dire, au sens large. Parce qu'il y a... Justement. Voilà, c'est pas uniquement le soin médical. Alors le terme exact du diplôme, c'était coordonnateur de santé en gérontologie, en gériatrie, mais c'est là aussi, je pense, réducteur parce que ce n'est pas uniquement, oui, c'est la santé, mais alors pris dans toute l'acception du terme, c'est-à-dire essayer d'avoir la vie la meilleure possible et d'avoir une prise en charge la mieux adaptée à la demande, à l'attente et aux besoins de la personne. C'est la définition de l'OMS. Hein. La santé, c'est pas que les organes. Non, mais alors, indépendamment de la façon dont ça s'appelle, c'est intéressant parce que c'est un nouveau métier, hein, d'une certaine manière. Et en même temps, ça m'a l'air très ancien. C'est-à-dire que c'est pas vraiment l'ancien médecin de famille ou médecin de quartier. C'est pas ça, parce qu'ils connaissaient pas forcément tout. Mais c'est pas non plus... Enfin, ça croise énormément de champs. Au niveau, disons, du bagage, enfin, je sais pas comment l'appeler, mais de la formation, disons. Je pense que dans la gestion de cas, la difficulté, c'est toujours de savoir, non pas ce qui... Bon, on a notre côté purement professionnel, purement... donc on va établir effectivement ce qui à nous peut nous paraître comme les besoins de la personne. Mais à savoir que pour la personne, ces besoins-là ne sont pas forcément ressentis exactement comme nous on les voit. Et justement, notre travail, c'est ce travail d'observation, c'est ce travail de bien voir la personne, d'évaluer une situation et de voir ce qui est important pour elle. Et quelquefois, ce sont des petites choses, des petits riens qui peut-être pour nous ne sont pas à prioriser, mais qui pour elle vont être déterminants sur le succès de ce qu'on va pouvoir lui proposer par la suite. Et l'intérêt, je dirais, de la gestion de cas, c'est qu'on a peu de gens, peu de personnes dont on va s'occuper, mais on a du temps pour le faire. Et la notion de temps, je pense que c'est très important parce que notre mission, en quelque sorte, c'est d'être le porte-parole de la personne, c'est de coordonner tout ce qui va se greffer autour d'elle, d'apaiser les situations, de faire en sorte qu'il y ait une qualité dans la meilleure qualité possible dans ce qu'on va lui apporter et pour lui offrir une meilleure qualité de vie à elle et également à ce qui l'entoure. Donc, et pour ça, je pense qu'il faut déjà se faire accepter, ce qui au départ est quand même prend du temps quelquefois, parce qu'il y a des personnes qui se sentent très fragilisées, et qui vont accepter facilement. Mais à savoir que la demande n'émane quasiment jamais de la personne elle-même. La demande va émaner de l'entourage ou du médecin ou d'un professionnel paramédical, donc pas de la personne. Et il faut déjà arriver à se faire connaître de la personne, à lui expliquer ce qu'on peut lui apporter,
quel est notre rôle, quel est le plus dans sa vie si nous aussi on vient, parce qu'il y a déjà beaucoup de monde autour d'elle, et ça peut être vécu comme intrusif. Rajouter encore quelqu'un, bon, pourquoi faire? Donc il y a vraiment toute une approche qui est très importante, et il faut que la personne nous accepte. Et bon, accepte qu'on vienne la voir déjà, c'est une première étape, et ça s'inscrit dans le temps, parce que c'est une connaissance vraiment approfondie de la personne, de tout ce qui a fait sa vie, de ce qu'elle veut bien nous indiquer, ou ce que l'entourage peut nous indiquer, parce que, bon, ben, je vous dis encore une fois, il y a une interdépendance entre tout ça, et que le but, c'est d'améliorer une situation, d'éviter des situations de crise, et de faire en sorte que ça soit le plus apaisé et le plus pertinent possible. C'est vraiment très étonnant, parce que c'est précisément ce qui ne marche pas aux urgences. C'est-à-dire, enfin, quand les gens ne sont pas au bon endroit. Mais les gens qui ont une véritable demande, la bobologie, je trouve ça insupportable comme mot. Hein, je veux dire, c'est une espèce de mépris hallucinant. Enfin, bon, bref. Mais parce que c'est pas ça. C'est évidemment pas ça. Ça, c'est la surface. Mais derrière, il y a tout ce que vous dites là. Il y a toute une histoire, il y a tout un problème. Mais général, compliqué, épais, il faut du temps, etc. Or, ce temps, on ne peut pas le prendre aux urgences. Il y a une raison objective qui est le coût. Mais avant, il y avait des dispensaires où on faisait ça de façon beaucoup plus naturelle. Alors, c'est peut-être pas ça là, hein, mais il y a quand même cette idée d'être un peu dans une espèce de réparation, au sens... on est au bout de quelque chose, les gens ont peut-être été d'échec en échec, enfin, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne demandent même plus. Et puis, voilà, il y a maintenant ce recours, et là, on va prendre le temps. Ce qui est étonnant, hein, parce que c'est pas du tout dans l'air du temps, justement. Hein, ouais, donc c'est... Oui, paradoxalement, c'est vrai que de prendre du temps comme ça, ça peut paraître absolument à l'inverse de ce qui est dans l'air du temps, du sens vers lequel évoluent nos sociétés, effectivement. Mais en même temps, lorsqu'on nous interpelle, on nous interpelle effectivement dans une situation qui pose un problème à un moment donné, et notre but à nous, ça n'est pas de dire on va régler les problèmes, pas du tout, mais c'est plutôt, on est en situation compliquée, en situation de crise, on va faire une évaluation la plus exhaustive possible, donc on a pour cela des outils, ce qu'on appelle une évaluation multidimensionnelle, qui prendra parfois, mais beaucoup de temps, parce que je vous dis, il y a un travail d'approche de la personne. On doit avoir, si vous voulez, un minimum d'accord de la personne à nous recevoir. Donc à nous de nous présenter, d'expliquer ce qu'on peut lui apporter, de nous faire accepter, de prendre le temps, parce que si ce n'est pas la première fois, il y aura une petite rencontre, on n'arrivera pas à avoir cette évaluation multidimensionnelle qui va nous donner en quelque sorte l'image la plus précise de la situation. Mais petit à petit, en expliquant, en travaillant avec la personne, on va arriver à avoir ces éléments. Et avec tous ces éléments, on va nous essayer d'apporter, si vous voulez, un plan d'aide, ce qu'on appelle un plan de soins individualisé à la personne, avec ce qui va ressortir de ses attentes, de ses besoins, en tenant compte, si vous voulez, de ses incapacités, mais également de toutes ses possibilités et de ses désirs à elle, de ses attentes à elle. Et d'où l'intérêt de l'outil que l'on va utiliser pour notre évaluation, qui doit laisser une place à la personne, à son expression. Quelle que soit, je dirais, cette expression, parce que c'est sûr que lorsque l'on a des patients qui sont atteints de maladies neurodégénératives, cette expression, cette autonomie décisionnelle, on pourrait en parler pendant des heures. Mais en même temps, si on arrive à se faire accepter, si on arrive à écouter, à observer, et si la personne, je veux dire, il y a beaucoup d'observations, si elle nous accepte, en fonction de son comportement, de ce qu'on va arriver à déceler chez elle,
c'est là qu'il y a tout le savoir-être peut-être, parce que nous, on est uniquement dans un soin, je dirais, surtout de relation. Et c'est la relation que l'on va réussir à tisser avec tous les partenaires et la personne. De ça va dépendre certains succès. Et on va arriver à mettre en place des choses qui vont améliorer une situation, qui vont l'apaiser. Voilà. En sachant que ces situations étant des situations extrêmement fragiles, ça sera à réévaluer constamment. Et c'est en cela que je dis que c'est une relation qui est vraiment très soutenue, qui s'inscrit dans le temps et qui va regrouper effectivement toutes les dimensions du soin et de l'approche de la personne, puisque on va avoir son histoire de vie, on va avoir... ce n'est pas uniquement par rapport à l'hôpital où on est là pour quelque chose de très médical, on est vraiment dans le soin. Là, on est plus dans le prendre soin de la personne et faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. On n'a pas, c'est la difficulté aussi de la fonction, le côté technique. Nous ne sommes pas là pour un acte technique, pour un acte de soin. On est plutôt dans la relation, en sachant toujours se positionner, en se disant je respecte les autres, je respecte leurs spécificités. Moi, j'ai des connaissances un petit peu dans le milieu social, un petit peu dans le milieu médical, mais je dois faire appel quelquefois à des experts. Je respecte la personne en priorité, la personne en tant qu'être humain, en tant qu'individu, quel que soit son état. Et ça, je pense que c'est primordial. Et de ne jamais l'oublier, on n'est pas là pour prendre un ascendant sur la personne. Et ça peut paraître évident, mais c'est un travers dans lequel on peut facilement basculer, parce que la personne qui vous connaît très bien, avec qui vous avez développé justement cette relation, cette dimension de soin va s'attacher à vous. Quelquefois, ce sont des personnes aussi qui sont complètement isolées. Et c'est à nous de savoir toujours rester en tant que professionnels, à mettre, je dirais, pas des barrières, mais malgré tout, à se dire, je dois rester dans un cadre déontologique, faire attention, je ne suis pas la fille de la personne, je ne suis pas son amie, parce que bon, je pourrais vous citer un exemple. Moi, j'ai une dame qui m'a dit une fois, choisissez pour moi. Si vous pensez que la maison de retraite, c'est mieux, parce que c'est vrai que le maintien à domicile était compliqué, il y avait vraiment des problèmes à plusieurs niveaux qu'on a résolus peu à peu. On est arrivé à avoir quelque chose, une situation qui tienne la route. Bon, sans arrêt, il faut évaluer le bénéfice, le risque. On est constamment un petit peu sur le fil du rasoir. Et en même temps, cette personne m'a dit, moi, je ferai ce que vous voulez parce que j'ai confiance en vous. Je dois avouer que ça m'a mis mal à l'aise, parce qu'en même temps, je me suis dit, tu as un ascendant sur cette personne. Et ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas je veux dire, il y a un cadre déontologique. Je suis une professionnelle, je suis là pour faire respecter sa parole et son désir à elle, et pas le mien. Donc, c'est une question aussi éthique. Et ce genre de questions, on en a... au fur et à mesure, on les découvre, puisque nous sommes toujours en expérimentation et que je pense que c'est de notre pratique, du terrain, que vont remonter toutes ces problématiques. Mais c'est vrai que il y a plusieurs questionnements qui émergent et que la fonction de gestionnaire de cas, de par la proximité qu'on a avec les gens et la relation que l'on va induire, peut nous donner beaucoup de responsabilités déjà, et nous poser beaucoup de problèmes. Il y a la responsabilité, mais la responsabilité professionnelle, la responsabilité légale, en se disant, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce qu'il faudrait mettre une mesure de protection? Est-ce que mon choix est le bon? Pour ça, donc, il est extrêmement important d'arriver à travailler en équipe et d'avoir vraiment une relation de confiance avec les partenaires, pour ne pas se sentir seul, parce que sinon on reproduit ce qui se fait couramment quand on est seul au domicile, où on se dit, je décide, Non, c'est important de se sentir épaulé aussi, même en se disant, moi je suis là pour coordonner,
Je suis responsable de ce qui se passe, et j'en suis aussi responsable moralement. Je vous avoue que moi, très fréquemment, je me pose des questions sur ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai choisi la meilleure solution? Est-ce que c'est bien ça? Voilà, et donc c'est très important pour moi de solliciter d'autres partenaires, de solliciter tous les gens qui interviennent, de manière à ce que l'on propose soit cohérent et que ça... on va essayer d'éviter les risques. Après, bon, ben, les situations sont complexes et je ne dis pas que systématiquement on va toujours tout réussir, ce n'est pas ça. Le but, c'est d'essayer de faire en sorte que tous les cloisonnements, tous les isolements que l'on peut rencontrer lorsqu'on est dans la médecine de ville, parce que c'est vrai qu'à l'hôpital, on travaille en équipe, c'est totalement différent. On se sent quand même moins seul, hein, on partage les responsabilités. Lorsqu'on est au domicile, on est dans une autre dimension du soin. D'abord, il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu et en même temps, on est, je pense qu'aux infirmiers libéraux ou aux médecins, mais souvent ils se sentent très seuls. Et c'est justement, je pense, parce qu'on a pu les aider là-dedans, qu'ils ont vu l'intérêt en fait de notre mission, qu'on est arrivé à avoir un partenariat de terrain qui fonctionne et qu'on arrive à partager, qu'on arrive à s'enrichir. Parce que c'est vrai que la gestion de cas, pour moi, sur le plan relationnel, sur le plan de ce que ça a pu m'apporter professionnellement, et pourtant, bon, ben, je dirais que je suis plutôt en fin de carrière maintenant, je trouve que c'est extrêmement riche. Ça m'a apporté effectivement sur le plan, je dirais, professionnel par rapport aux connaissances, ce que je n'avais pas, puisque je touche à tous les domaines de la vie, puisque en fait on est entièrement dans la vie de la personne, dans la vie de tous les jours. On n'est pas, c'est la vie en général. Donc on va toucher à tous les domaines et on va avoir un petit peu de connaissances dans tous les domaines juridiques, sociaux, médicaux, bon, quelle que soit notre formation d'origine. Et surtout, je pense que c'est une richesse au niveau relationnel. Ça m'a énormément apporté sur les échanges entre individus, sur une question, je dirais, d'humanité en général. Par les questionnements, les problèmes que ça fait émerger, mais également parce que bon, ben, on est vraiment dans l'intimité des gens. Et ce qui peut soulever aussi d'autres problèmes, parce qu'on est dans l'intimité, parce que justement... on a connaissance de beaucoup de choses et qu'il faut toujours se dire, je suis une professionnelle, il y a ma déontologie, il faut faire attention de ne pas divulguer n'importe quoi, de pas... on est dans le partage et en même temps, on doit protéger la personne. Donc, je veux dire, tout ce que l'on fait pose question et on doit toujours réfléchir. Je veux dire, c'est ce qui est très intéressant, très riche et en même temps très compliqué et très parfois difficile parce que on va nous parler, nous raconter des petits secrets de famille, on a accès à un tas de choses et chaque fois il faut arriver à faire la part des choses, à dire qu'est-ce que je dois partager, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui je n'ai... Bon, bien sûr, on a des documents sur lesquels on s'appuie puisqu'on fait signer... on fait signer ou on attend un petit peu des consentements de la personne. Mais je veux dire, sans arrêt, ça nous renvoie à, je pense, à une réflexion éthique et déontologique. Je suis tout à fait d'accord et vous avez raison, vous posez bien les choses. Simplement, quand la personne, quand son choix c'est de vous faire confiance, c'est un choix. C'est un choix. Alors après, effectivement, il faut qu'il soit validé. C'est-à-dire, c'est pas que vous avez un ascendant, c'est que vous avez toute sa confiance. C'est un peu différent. Hein. Alors, effectivement, vous pourriez vous en servir pour faire n'importe quoi. Ça, absolument. Et vous pouvez peut-être aussi être vous-même prise dans une... moi, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Hein, dans une... des vrais sentiments proches, alors peut-être pas de l'amitié, peut-être pas bon, mais pourquoi pas à la limite, c'est pas un problème ça, il faut juste faire gaffe. Bon. Et si on valide derrière, si les autres effectivement vous disent oui, bah, elle a raison, si tu penses que c'est ça, nous, oui, on voit pas, ou disent mais non, mais pas du tout, non, c'est pas ça, c'est ça. Alors là on voit bien le travail en réseau, et là c'est fantastique. Bon, ça c'est la première chose, mais justement, alors je reviens sur les urgences.
parce que justement, c'est typique alors là quand même. Est-ce qu'il y a un travail, objectivement, est-ce qu'il y a un travail entre les équipes d'urgence et vous? Alors, il y a entre les équipes d'urgence et nous, on a des signalements. Voilà. Ouais. À savoir que nous, on nous expose une situation en fonction de ce que vont nous dire les urgences. Déjà, bon, mais il y a ce qu'on va dire un premier filtrage. On va voir si vraiment ça va relever de la gestion de cas ou si ça relève de notre partenaire. Auquel cas, bon, je vous disais tout à l'heure, on va l'orienter ailleurs. Mais ça n'est pas le problème. On fait passer les informations. Bon. Par contre, nous n'allons pas aux urgences ou à l'hôpital voir la personne. On attend, si vous voulez, que l'hôpital va organiser un retour à domicile, puisque bon, s'il n'y a pas de retour, si le retour à domicile ne se fait pas, auquel cas le signalement n'ira pas plus loin. Et on va organiser un retour à domicile. Nous, à ce moment-là, on va faire notre propre enquête de terrain pour savoir exactement, déjà avoir une première idée de ce dont a besoin la personne. Et ensuite, au domicile, on fera notre évaluation multidimensionnelle au besoin et ça ira plus loin. Bon, ça, c'est la procédure classique. Disons que le travail qui a été fait avec les urgences, c'est qu'ils savent dans quel secteur on intervient. Bon, il y a aussi les réseaux gérontologiques, puisque Marseille est divisé en fonction, chaque réseau a 4 arrondissements. Donc les urgences contactent en général les réseaux. Et c'est au travers du réseau qu'après, ça peut venir aussi en gestion de cas. Mais le signalement se fait. Il y a un travail qui a été fait avec les urgences des hôpitaux. Bon. En ce qui me concerne, par rapport au réseau dans lequel je travaille, nos bureaux sont attenants à un centre de gérontologie. C'est vrai qu'on a aussi un partenariat privilégié qui joue sur la proximité. Donc là, il nous arrive, puisque c'est à double sens, hein, nous, quand on a besoin d'un bilan, d'une hospitalisation, c'est vrai qu'on utilise le centre gérontologique qui nous offre un panel de possibilités assez important. Et eux, qu'ils décèlent des situations qui leur paraissent complexes ou à risque, nous font également le signalement. Donc, quelquefois, quand c'est dans l'hôpital, ça nous arrive aussi d'aller voir un service, d'aller rencontrer la personne, mais simplement pour nous présenter et pour voir un petit peu déjà comment ça se passe. Bon. Mais on ne peut pas faire une évaluation dans un lit d'hôpital, parce qu'une personne qui est dans un lit, qui est couchée, qui est dans un état de fragilité encore plus important, qui n'a pas ses repères, surtout une personne âgée, je veux dire, c'est difficile de voir quels seront ses besoins, ça n'a aucun sens. Le seul intérêt, c'est d'écouter ce que vont nous dire les médecins, l'assistante sociale du service. Ça va nous donner déjà une image un petit peu de la situation. Puis par la suite, nous rendrons au domicile et nous évaluerons, nous verrons avec la personne si elle nous accepte. Mais l'intérêt d'aller la voir, là, c'est déjà uniquement de faire connaissance avec la personne. À savoir que c'est l'assistante sociale du service et le médecin du service qui vont organiser le retour à domicile. Eux vont organiser, mettre en place certaines choses, puis à nous après d'aller plus loin et de voir exactement quels sont les véritables besoins de la personne. Voilà. Alors c'est pour ça que je parlais de réparation tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, parce que on dirait, ça ressemble quand même beaucoup à un métier qu'on attendait peut-être, qui est en même temps d'une certaine manière le psy, parce que vous n'allez pas non plus chez le psy, ça ne marchera pas s'il n'y a pas une demande, ça c'est la règle, et en même temps ça prend très longtemps, l'idée n'est pas de guérir, on n'est pas là-dedans, on est dans vivre avec ce qu'on a, optimiser ce que l'on a. Optimiser ce que l'on a, savoir ce qu'on n'a pas, comprendre ce qu'on ne peut pas faire, et en même temps, là où, chez le psy, évidemment, on schématise là, et c'est pas comme ça forcément, mais enfin, il y a un côté quand même effectivement régulateur, qui est, on va essayer de sortir de là pour fonctionner. Là, c'est pas ça. Et même, je dirais plus, c'est-à-dire que c'est en même temps, il y a un côté psy personnel, mais il y a un côté analyse de la société. C'est-à-dire, et c'est pour ça que je parlais de réparation, c'est comme si, parce que quand même, c'est très étonnant tout ça, parce que vous êtes payé en gros pour réparer les dégâts, quoi. Pour réparer les dégâts. Peut-être pas seulement, mais je dirais qu'on est là pour créer du lien
pour faire en sorte de réparer certains morcellement, d'apaiser certaines situations. On a un rôle très proche d'un médiateur, d'un diplomate qui va essayer d'apaiser les tensions, quelles qu'elles soient, ou d'apporter, ça peut être médical aussi, mais en général, ce sont des situations qui sont, on va dire, soit explosives, soit très, très critiques. Essayer de dire, bon, on se pose, on analyse et on va voir comment on peut y répondre et ce que l'on peut apporter en essayant d'éviter justement, ou de réparer effectivement les morcellements qu'il peut y avoir, les incompréhensions, parce qu'en fait c'est ce qui se passe souvent. Chacun se sent très seul dans son coin et on est là, nous, pour éviter tous ces cloisonnements, pour faire en sorte que l'information circule, l'information intéressante, l'information qui ne nuira pas à la personne et qui peut apporter quelque chose. Donc on est là pour créer ce maillage et faire en sorte d'optimiser la situation. Voilà. Je pense que c'est très diplomatique aussi, quelque part. Tout à fait, mais c'est un peu... Bon, et c'est la difficulté aussi, c'est la difficulté. Et en même temps, je vous disais tout à l'heure, le travers, je sais qu'il va y avoir des liens qui vont se créer. La difficulté, c'est de ne pas tomber dans l'émotionnel, de ne pas tomber dans la crise. C'est de se dire à chaque fois, je rationalise, je suis là pour éviter la crise et l'émotion. Parce que c'est l'émotion qui fait que les choses vont peut-être exploser ou se passent mal. Et essayer d'éviter ça et d'anticiper, de prévoir sur des situations que l'on sait toujours difficiles et où il faut arriver à prévoir les risques. Non, je comprends ce que vous dites. Hein. Et à les modérer, faire en sorte que cela se passe le mieux possible, à les prévenir. Moi, c'est vrai que je trouve que c'est passionnant ce que je fais. C'est passionnant, c'est forcément usant parce qu'on se pose constamment des questions, parce que, en plus, on est en construction. C'est un métier qui est, je pense, en devenir et qu'actuellement, on est un petit peu explorateur là-dedans. Hein, et c'est ce qui va émerger de tout ça qui fera qu'on améliore au fur et à mesure. Après...